Donc bonjour à toutes et tous on est toujours à temps pour vous adresser nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année d'abord. Meilleurs vœux d'un point de vue professionnel, d'un point de vue personnel pour vous et vos familles, surtout une bonne santé compte tenu du contexte actuel. En effet, Hélène, qui est notre spécialiste en droit du travail, vous présentera les principales mesures de la loi de financement de la sécurité sociale. Pour ma part, je suis donc directrice associée au sein du bureau de Nice et je vais vous présenter en fait les principales mesures de la loi de finances et un petit peu d'actualité fiscale. Donc, bien évidemment, il s'agit d'un décryptage, hein, puisqu'on n'a pas suffisamment de temps pour entrer dans le détail de toutes les mesures. Mais voilà, ça vous fera un bon point d'actualité. Donc, si toutefois nous n'avions pas le temps de répondre à l'ensemble de vos questions, ce que l'on fera, c'est que notez bien vos noms, vos prénoms et on vous adressera systématiquement, même à l'issue de la présentation, nos réponses si besoin par email. Voilà. Pour la loi de finances, alors que retenir de cette loi de finances? Tout d'abord, elle est moins volumineuse que les années précédentes, mais de manière assez classique, elle comporte quand même son lot de mesures de prorogation des régimes fiscaux particuliers, comme le taux de TVA à 5,5 sur les masques, ou bien encore certains crédits aux réductions d'impôts spécifiques, comme le crédit d'impôt innovation, le crédit d'impôt des métiers d'art, le crédit d'impôt sur l'agriculture biologique, etc. La loi de finances, elle contient également son lot de transpositions de directives européennes et aussi de toilettage de textes. Et à titre plus anecdotique cette année, la poursuite de la suppression des taxes à faible rendement. Par exemple, les taxes ferroviaires sont supprimées. Donc, ce qui peut être quelque peu marquant, c'est l'absence de réelles mesures fiscales de lutte contre les effets de la crise. Non, tu peux rester sur le slide. Mais on notera quand même des mesures qui s'inscrivent dans une véritable politique d'incitation fiscale, à savoir, par exemple, l'extension de 3 ans de la période pendant laquelle une entreprise peut être qualifiée de jeune entreprise innovante, mais également l'aménagement de plusieurs dispositifs d'exonération des plus-values de cession d'entreprise ou de titres de PME détenus par les chefs d'entreprise. Donc, je reviendrai plus en détail sur ces mesures-là dans quelques instants. Et enfin, le renforcement du crédit d'impôt pour la formation des chefs d'entreprise. Alors, en ce qui concerne plus particulièrement les entreprises, justement, une première mesure concernant le taux de l'impôt sur les sociétés. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que la baisse du taux de l'IS à compter des exercices clos en 2022 n'est pas remise en cause. Donc, à compter de 2022, pour toutes les entreprises, quel que soit leur niveau de chiffre d'affaires, le taux d'IS sera de 25%. Et donc, comme on vous l'a mis sur le tableau dans le slide, de 25,83% précisément, si l'on prend en compte la contribution sociale de 3,3%. À titre de rappel, en 2021, nous sommes à 26,5% pour les sociétés ou groupes de moins de 250 millions de chiffre d'affaires. Lorsque ce niveau de chiffre d'affaires est dépassé, le taux d'IS en 2021 est de 27,5%. C'est sur le slide précédent, Hélène. Donc ça, vous regarderez, ce qui le porte donc pour 2021 à 28,41% si on prend en compte l'effet de la contribution sociale. Donc, juste pour mémoire, hein, parce que souvent on l'oublie, mais le taux d'IS en France en 2017, il avait culminé à 44,43% pour certaines sociétés, puisqu'il y avait eu, si vous en souvenez, 2 contributions exceptionnelles qui avaient été mises en place à l'époque pour les grandes entreprises. Donc, on est quand même sur une réelle amélioration à ce niveau-là. On peut passer au slide suivant. Donc, sur cette courbe, en fait, ce qu'on a voulu montrer, c'est que la France rejoint la moyenne des taux d'IS des pays du G7,
qui s'établit à 26,61% en 2021, mais la France reste toutefois un peu au-dessus de la moyenne des taux des pays de l'OCDE, qui, elle, s'établit à 22,77%. Donc, vous voyez la France, la petite flèche rouge, comparativement aux autres pays, avec les petits triangles violets qui vous montrent les points culminants des taux d'IS, donc notamment pour la France, ce que j'évoquais pour 2017. On peut passer. Donc, une des mesures phares de la loi de finances pour 2022 pour les entreprises, c'est l'instauration d'une faculté temporaire d'amortissement des fonds commerciaux. Donc, pour rappel, le fonds commercial, c'est un actif incorporel qui est composé principalement de la clientèle, de l'enseigne, du non commercial et plus généralement des parts de marché. Le fonds commercial, il ne doit pas être confondu avec le fonds de commerce. En effet, le fonds commercial correspond aux éléments acquis du fonds de commerce qui ne peuvent pas être inscrits dans un autre poste du bilan. Donc, d'un point de vue comptable, le plan comptable général pose une présomption selon laquelle le fonds de commerce a une durée d'utilisation illimitée et ne peut donc être amortissable. Néanmoins, il convient de faire de manière annuelle des tests de dépréciation et si cela s'avère nécessaire, une provision pour dépréciation peut être comptabilisée. Toutefois, il existe des cas où cette présomption d'utilisation illimitée peut être renversée. Ce sera le cas, par exemple, lorsqu'il y a une limite prévisible à l'exploitation du fonds commercial acquis. Donc, dans cette situation, le fonds commercial pourrait être amorti sur cette durée prévisible ou si la durée prévisible n'est pas déterminable de façon fiable, il pourrait être amorti sur 10 ans. En pratique, l'amortissement du fonds commercial pourra concerner des fonds qui sont adossés à des contrats ou à des autorisations légales dont la durée est limitée. Donc, par mesure de simplification, il existe aussi pour les petites entreprises une option qui leur permet d'amortir sur 10 ans le fonds commercial sans avoir à démontrer que la durée d'exploitation est limitée. Donc, cette option, elle est réservée aux petites entreprises, à savoir celles dont le chiffre d'affaires est inférieur à 12 millions d'euros avec un total bilan inférieur à 6 millions d'euros et un nombre de salariés inférieur à 50. Ça, ce sont les règles comptables. Donc, d'un point de vue fiscal, comme on va le voir, l'administration, dans son BOFIP, refuse l'amortissement du fonds commercial. Le juge a pu avoir une position moins restrictive dans des cas assez particuliers, mais ça reste quand même restrictif. Donc, par exemple, vous voyez, pour ces petites entreprises qui ont une possibilité d'amortissement de leur fonds commercial sur 10 ans sans justification, eh bien, l'administration fiscale a encore réaffirmé dans un arrêt de 2021 qu'elle refusait la déduction de l'amortissement comptable si les sociétés ne sont pas en mesure de justifier d'une dépréciation irréversible. Alors, qu'apporte la loi de finances en la matière? Eh bien, la loi de finances, elle prévoit que désormais l'amortissement du fonds commercial n'est pas déductible et elle prévoit à titre temporaire et de manière dérogatoire une exception pour les fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Donc, d'une part, on crée un principe général de non-déduction qui ne fait que légaliser la doctrine de l'administration fiscale. Et à côté de ce principe général de non-déduction de l'amortissement, on prévoit une exception qui, elle, est temporaire et qui va permettre la déduction fiscale d'un amortissement régulièrement constaté en comptabilité selon les règles que je viens de rappeler. Tu peux passer peut-être le slide. Voilà. Donc, cette faculté temporaire d'amortissement va concerner tous les fonds commerciaux acquis entre 2022 et 2025, à l'exception des fonds commerciaux créés. Tout cela parce que le but de la loi dans le contexte de sortie de crise Covid, c'est plutôt d'encourager la reprise des fonds commerciaux. Néanmoins, compte tenu de la formulation de la loi, selon nous, la notion d'acquisition devrait s'entendre de manière assez large
et englober à la fois les acquisitions à titre onéreux, mais également les acquisitions par voie d'apport ou de fusion. Donc, sur ce dernier point, la confirmation de l'administration fiscale serait bienvenue, mais la façon dont est rédigé le texte nous laisse à penser que la notion d'acquisition s'entend de manière large. Donc, ce qu'il faut retenir du dispositif dérogatoire, c'est que tous les fonds commerciaux amortis en comptabilité bénéficient du régime fiscal favorable et que tous les éléments incorporés ou rattachés au fonds commercial sont amortissables. À ce titre, il semblerait que l'amortissement de la fraction résiduelle du mali technique qui est affectée au fonds commercial devrait pouvoir être amortissable et l'amortissement devrait pouvoir être déductible sous réserve toutefois que la fusion ne bénéficie pas du régime fiscal de faveur. Donc, en termes, on reste 2 minutes sur le slide. En termes d'entrée en vigueur, donc l'interdiction générale de déduction de l'amortissement du fonds commercial, elle va s'appliquer pour l'exercice clos dès le 31/12/2021. Donc, peut-être la nécessité pour certains d'entre vous de rapporter au résultat fiscal des amortissements à raison de fonds commerciaux acquis avant le 1er janvier 2022. Donc, un point d'attention. On peut passer au slide suivant. Donc, la loi de finances, elle prévoit également la création d'un crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative. Donc ça, c'est une mesure également intéressante de la loi de finances pour les entreprises. Cette mesure, elle vise à inciter la collaboration entre les entreprises et les organismes de recherche, essentiellement publics, suite à la suppression par la loi de finances pour 2021 des avantages dont bénéficiaient les travaux de recherche confiés à des organismes publics en matière de crédit d'impôt recherche. Donc, effectivement, avant 2021, les dépenses sous-traitées à des organismes de recherche publics étaient prises en compte pour le double de leur montant pour le calcul du CIR. Donc, ça avait été supprimé l'année dernière. Et pour compenser cette suppression, la loi de finances pour 2022 crée ce nouveau crédit d'impôt qui va concerner les dépenses engagées dans le cadre de contrats de collaboration de recherche qui seraient conclus entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, ce qu'on a rappelé dans le slide. Donc, ce contrat devra être conclu entre une entreprise d'une part et un ou plusieurs organismes de recherche et de diffusion de connaissances préalablement agréés par le ministère de la Recherche. Donc, les organismes en question y répondent à une définition qui avait été donnée par la Commission européenne dans une communication de 2014. Et il s'agit en pratique d'organismes de droit public ou de droit privé dont l'objectif premier est d'exercer en toute indépendance des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental. Et d'ensuite, en fait, diffuser largement le résultat de ces activités. Donc, les conditions pour bénéficier de ce crédit d'impôt. D'abord, il ne devra y avoir aucun lien de dépendance entre l'entreprise et l'organisme. Il faudra passer par un contrat de collaboration. Ce contrat, il devra, lui, remplir également plusieurs conditions qui sont cumulatives. Donc, il devra être conclu préalablement aux travaux de recherche. Il devra fixer l'objectif commun poursuivi, la répartition des travaux de recherche entre l'entreprise et l'organisme, et aussi les modalités de partage des résultats et des risques. Étant précisé que les résultats des travaux de recherche, y compris les droits de propriété intellectuelle, ne pourront pas être attribués en totalité à l'entreprise. On est donc là vraiment sur un partage des résultats de recherche entre les parties prenantes. Et il est important de noter également que les organismes vont pouvoir publier les résultats de leurs propres recherches conduites dans le cadre de ce contrat de collaboration. Le contrat, tu peux passer à la slide suivante. Le contrat, il devra également prévoir la facturation des dépenses de recherche à leur coût de revient. Donc, pas de marge pour les organismes et les dépenses facturées ne pourront excéder 90% des dépenses totales exposées pour la réalisation des opérations prévues au contrat.
Donc, on est vraiment, encore une fois, sur un partage commun des projets de recherche et non pas dans une logique de sous-traitance. Le montant du crédit d'impôt, donc, il correspondra à 40% des dépenses facturées par les entreprises aux organismes retenues dans la limite de 6 millions d'euros, soit un crédit d'impôt d'un montant maximum de 2,4 millions d'euros. Et devront être déduites en fait des bases de calcul du crédit d'impôt. D'une part, la quote-part des aides publiques reçues par les organismes au titre des opérations de recherche et également les aides publiques reçues par les entreprises à raison de ces mêmes opérations de recherche. À noter également un taux de crédit d'impôt de 50% pour les PME au sens communautaire. Un point important, très important, est que les entreprises ne pourront pas bénéficier au titre des mêmes dépenses à la fois du crédit d'impôt recherche et de ce nouveau crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative. En revanche, par contre, les dépenses prises en compte pour le crédit d'impôt pour la recherche collaborative seront également prises en compte pour le calcul du seuil de 100 millions d'euros de dépenses, au-delà duquel le taux de crédit d'impôt recherche change, puisqu'il passe à ce moment-là de 30% à 5%. Et la créance de crédit d'impôt recherche collaborative s'imputera de la même façon que le crédit d'impôt recherche. Un autre point, c'est au sujet du crédit d'impôt innovation. Donc, en fait, ce crédit d'impôt innovation, il est prorogé de 2 ans, donc jusqu'au 31 décembre 2024. Et il est aménagé, en fait, par la loi de finances pour 2022 pour être mis en conformité avec le droit de l'Union européenne. En effet, l'Union européenne refuse la prise en compte forfaitaire de certaines dépenses. Du coup, la loi de finances supprime la prise en compte de l'assiette du crédit d'impôt innovation, du forfait de fonctionnement qui correspondait à 75% des qui correspondait à 75% des dotations aux amortissements et 43% des frais de personnel. Donc, désormais, les dépenses de fonctionnement forfaitaire ne constituent plus une composante de l'assiette du crédit d'impôt innovation. Et pour compenser cet effet défavorable, le taux du crédit d'impôt innovation est rehaussé. Donc, désormais, il sera de 30% au lieu de 20% pour les dépenses engagées en métropole et de 60% au lieu de 40% pour les dépenses engagées dans les DOM. En revanche, la limite de 400 000 euros, ce qu'on vous a mis sur le slide, de dépenses éligibles maximales n'est pas remise en cause, ce qui veut dire qu'en pratique, le montant maximum du crédit d'impôt innovation dont peut bénéficier une PME au titre de ses dépenses innovation sera porté de 80 000 à 120 000 euros en métropole et de 160 000 à 240 000 euros dans les DOM. L'entrée en vigueur est prévue pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2023. Donc, s'agissant des jeunes entreprises innovantes, finalement, on proroge en fait la durée du statut de JEI qui est porté à 10 ans au lieu de 7 ans. Cette mesure n'a toutefois d'incidence qu'en matière d'IS. Donc, on a une autre mesure dans la loi de finances, mais qui n'a plus rien à voir avec les crédits d'impôt et qui concerne le dispositif anti-hybride qui avait été mis en place il y a 2 ans par la loi de finances pour 2020. Donc, juste pour rappel, la loi de finances pour 2020 avait transposé en droit interne le dispositif de lutte contre le dispositif hybride issu des directives européennes. Grosso modo, c'est un mécanisme qui a pour objectif de corriger les effets fiscaux dits asymétriques. Donc, lorsqu'on a un dispositif hybride et une absence de taxation dans l'état du bénéficiaire, la charge n'est pas déductible en France. Toutefois, un paiement est réputé inclus dans les résultats imposables du bénéficiaire si cette inclusion a lieu au titre d'un exercice qui commence dans les 24 mois
d'un exercice suivant l'exercice au titre duquel la charge est déduite en France. Ce qui veut dire qu'on a basiquement 3 ans à l'étranger, donc dans le pays du bénéficiaire, pour taxer le produit. Donc finalement, la loi de finances pour 2022, elle est venue préciser que lorsque le paiement n'est pas inclus dans les résultats imposables du bénéficiaire à l'expiration de ce fameux délai de 24 mois, la réintégration de la charge au niveau du payeur français a lieu au titre du dernier exercice commençant dans la période de 24 mois. Donc, on ne vient pas corriger l'exercice de déduction initiale, mais seulement l'exercice N+2 et non pas l'exercice N. Et c'est la précision qui a été apportée par la loi de finances pour 2022. On peut passer. Donc, ce que vous devez retenir sur les retenues à la source, parce qu'on n'aura pas encore une fois le temps de rentrer dans tout le détail des mesures de la loi de finances. C'est quand même assez dense en matière de retenue à la source. Et sinon, Hélène n'aurait pas le temps d'animer sa partie. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la loi de finances comprend de nombreuses mesures en matière de retenue à la source. Que si l'imposition des bénéfices des contribuables résidents n'a pas été modifiée cette année, il n'en est pas de même pour les non-résidents, puisque plusieurs dispositifs de retenue à la source ont été largement aménagés. Donc, je propose qu'on passe. On vous a mis pas mal de détails quand même dans les slides. Et si besoin, voilà, vous pourrez toujours nous poser des questions. Donc, on va passer à la partie des mesures qui concernent, voilà, plutôt pas l'entreprise elle-même, mais plutôt son dirigeant. Et ça, c'est susceptible de vous intéresser, avec notamment une prorogation de l'abattement de 500 000 € sur la plus-value de cession des titres des dirigeants partant à la retraite. Donc, ce régime, tout d'abord, il est prorogé de 2 ans. Et par ailleurs, on a un délai supplémentaire d'1 an qui est accordé pour procéder à la cession des titres. Donc, ce délai supplémentaire, il concerne les dirigeants qui ont fait… Tu peux peut-être passer à la slide… non, alors, c'est bon, tu peux rester sur la précédente. Donc, ce délai supplémentaire, il concerne les dirigeants qui ont fait valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021. Ces dirigeants, ils avaient en principe 2 ans après leur départ à la retraite pour procéder à la cession des titres. Désormais, et pour tenir compte du contexte sanitaire et économique du moment, ils auront 3 ans pour trouver un repreneur. On a également, la loi de finances pour 2022 prévoit également certains assouplissements s'agissant du régime d'exonération des plus-values professionnelles en cas de départ à la retraite d'un entrepreneur individuel. Donc, on a un assouplissement temporaire du délai à respecter entre la cession et le départ à la retraite. Et on a également un assouplissement des modalités d'application du dispositif en cas de cession d'une entreprise donnée en location-gérance. Donc, c'est ce que vous voyez sur le slide. La loi de finances pour 2022, elle prévoit par ailleurs un aménagement du régime d'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés des plus-values de cession d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité. Donc, grosso modo, on a un relèvement des seuils qui ouvre droit au bénéfice de l'exonération. Donc, le seuil d'exonération total, il est porté à 500 000 € et le seuil d'exonération partielle est quant à lui porté à 1 million d'euros. La loi précise finalement aussi l'appréciation du prix de cession pour l'application de ces seuils. Enfin, la loi de finances pour 2022 donne la possibilité aux entrepreneurs individuels d'opter pour l'IS via l'option pour être assimilés à une EURL ou une EARL soumise à l'IS. Donc, le texte, comme on vous l'a mis sur le slide, il s'adresse aux entrepreneurs individuels qui exercent une activité imposable dans la catégorie des BIC, des BNC ou des bénéfices agricoles et qui relèvent d'un régime réel d'imposition. Attention, puisque l'option à l'IS est assimilée à une cessation d'entreprise et à noter aussi que l'option pour l'IS, elle est révocable jusqu'au 5e exercice suivant celui au cours duquel elle a été exercée.
tu peux passer. Donc là, on vous a mis aussi quelques autres mesures, voilà. Donc, en ce qui concerne la TVA, et bien que je ne sois pas la spécialiste de la TVA, je vais quand même vous présenter les principales mesures à garder en tête. La première de ces mesures concerne le remplacement de la déclaration d'échange des biens par 2 nouvelles déclarations. Donc, une enquête statistique et un état récapitulatif des clients. Donc, en France, on avait jusqu'à présent une seule déclaration et on s'aligne sur ce qui est fait dans les autres États membres de l'Union européenne. Donc, ces 2 nouvelles déclarations, elles sont applicables depuis le 1er janvier 2022. L'enquête statistique, elle concerne uniquement les entreprises qui sont sélectionnées dans un échantillon qui est mis à jour en fin d'année et qui peut être mis à jour en cours d'année. Donc, cet échantillon, il concernera les flux intracommunautaires à l'introduction et à l'expédition. L'état récapitulatif des clients, lui, il concerne les flux intracommunautaires à l'expédition et il sera également pré-rempli pour les sociétés qui seraient concernées par les données de l'enquête statistique. Donc, les données de l'enquête statistique, elles seront à ce moment-là utilisées pour remplir l'état récapitulatif dans ce cas. Cet état récapitulatif, il est important notamment pour le bénéfice d'exonération de TVA. Donc, par exemple, suite à l'entrée en vigueur des quick fix au 1er janvier 2020, le renseignement d'informations correctes précédemment dans la DEB et désormais l'état récapitulatif des clients est une condition qui permet de bénéficier de l'exonération de TVA des livraisons intracommunautaires. Donc, ces deux nouvelles déclarations, elles seront souscrites par voie électronique, sauf pour les assujettis qui sont sous le régime de la franchise en base. Deuxième mesure en matière de TVA, ça concerne les aménagements en matière d'autoliquidation de la TVA à l'importation. Donc, désormais, comme les assujettis, les personnes morales non assujetties devront déclarer la TVA sur leurs importations auprès de l'administration fiscale. Plus généralement, il y a un transfert des compétences des douanes vers l'administration fiscale pour le recouvrement et le contrôle de la TVA due à l'importation. Également, il y aura un pré-remplissage des déclarations de TVA par l'administration fiscale sur la base des données transmises par les douanes. Et donc, il y a la suppression du bénéfice d'un report qui avait été prévu par la loi de finances pour 2019, puisque le bénéfice d'un report et le pré-remplissage des déclarations sont incompatibles. Troisième mesure, on va aller vite là-dessus. Cette mesure n'est pas prévue, donc c'est le groupe TVA. Cette mesure, elle n'est pas prévue par la loi de finances pour 2022. C'était une mesure prévue par la loi de finances pour 2021 et elle sera applicable dès le 1er janvier 2023. Donc, pour mémoire simplement et pour rappel, cette mesure, elle vise à permettre aux entreprises de constituer un groupe TVA en France entre certaines sociétés. Donc, les sociétés qui souhaitent constituer un tel groupe TVA, elles doivent exercer une option avant le 31 octobre 2022. Donc, c'est quand même quelque chose à anticiper. Pour constituer ce groupe, il faudra respecter certaines conditions que je ne vais pas récapituler là. Et donc, à partir du 1er janvier 2023, même lorsqu'il y aura excusez-moi, voilà, les conditions, désolée, je ne vais pas les récapituler. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que le périmètre peut être librement déterminé, mais pendant une durée de 3 mois. Par ailleurs, il n'y a pas d'impact de ce groupe TVA en matière de taxes sur les salaires. Donc, une autre mesure importante de la loi de finances, c'est concernant en fait les règles sont modifiées. Il n'y a pas de changement en revanche pour les prestations de services.
Par contre, donc, pour les livraisons de biens, jusqu'à présent, la TVA était exigible à la date de la livraison, même si un acompte était versé avant. Ce que vous devez retenir, c'est qu'à compter du 1er janvier 2023, la TVA sera exigible à hauteur du montant de l'encaissement de l'acompte si le versement de l'acompte intervient avant la livraison du bien. Toutefois, le Conseil d'État avait rendu un arrêt en février 2021 qui concernait des prestations de services immobiliers et il avait considéré que la TVA n'était pas exigible sur les acomptes versés avant la réalisation de ces prestations, dans la mesure où les éléments pertinents de la prestation n'étaient pas connus et la réalisation n'était pas certaine, puisqu'en effet, les prestations étaient soumises à l'obtention d'un permis de construire qui n'était pas encore délivré. Donc, à partir du 1er janvier 2023, même lorsqu'il y aura le versement d'un acompte au titre d'une livraison de biens, il faudra se poser la question de savoir si les éléments pertinents de la livraison sont connus à la date de l'acompte et est-ce que la réalisation de la livraison est certaine. Donc, ces nouvelles règles, elles ne s'appliquent qu'aux livraisons dites standards et elles ne s'appliquent pas aux livraisons de biens qui suivent des régimes particuliers, comme par exemple quelques mots pour finir sur la facturation électronique obligatoire. Donc, là, on ne va pas avoir le temps, malheureusement, encore une fois, de rentrer dans tout le détail. Là, c'est une grosse réforme qui a été prévue par la loi de finances pour 2021 et qui fait suite suite plutôt à 2 reports successifs, entrera en vigueur au 1er juillet 2024. Cette réforme, elle comprend 2 volets. Donc, un premier volet qui est la facturation électronique obligatoire pour les transactions domestiques entre entreprises. Concrètement, les sociétés, elles auront l'obligation de transmettre une facture sous format électronique. Elle ne sera pas transmise directement entre les sociétés. Elles devront passer par des plateformes de dématérialisation partenaires, donc privés ou publics. Pour les publics, c'est Chorus Pro. Et le deuxième volet de la réforme, c'est la transmission des données de facturation et de paiement auprès de l'administration fiscale qui sera également collectée soit par des plateformes privées, soit directement par une plateforme publique. Une ordonnance a été publiée en septembre et elle a apporté des précisions complémentaires. Donc voilà, on a déjà des grandes lignes, mais ça n'est pas encore définitif. Les opérateurs économiques et les flux de vente et achats concernés. Pour la facturation électronique, ça concernera toutes les opérations B2B domestiques et le e-reporting concernera, lui, les opérations B2B internationales plus les ventes réalisées au profit de particuliers. Juste un point sur l'entrée en vigueur et j'en termine là-dessus. Elle est progressive. Elle va en fait, pour ce qui concerne l'obligation de transmission des factures électroniques, elle va rentrer en vigueur en fonction de la taille des entreprises. Donc, au 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises, au 1er janvier 2025 pour les entreprises de taille intermédiaire et au 1er janvier 2026 pour les petites et moyennes entreprises. Donc, le point d'attention pour vous, c'est très clairement d'anticiper cette réforme parce qu'il va y avoir des changements importants. C'est recenser les données d'abord, lister tous les types de clients et de fournisseurs que vous pouvez avoir. Enfin voilà, anticiper au maximum cette réforme. Voilà, j'en ai terminé pour ma partie. Je cède la parole à Hélène. Alors peut-être si vous avez des questions à poser à Géraldine avant de poursuivre sur l'actualité sociale. Alors, pour ceux qui auraient un micro, vous pouvez prendre la parole. Sinon, les autres, vous pouvez le mettre dans le chat. S'il n'y a pas de questions, je poursuis. Allez. OK. Donc, j'interviens pour vous présenter les principales mesures de la loi de financement de la sécurité sociale qui, encore une fois, est dense et présente un certain nombre de mesures compte tenu évidemment de la persistance de la crise sanitaire. Donc, les premières mesures, ce sont des prolongations effectivement des règles dérogatoires pour le bénéfice des indemnités journalières de sécurité sociale pour tout ce qui concerne les arrêts de travail Covid. Donc, ces mesures, elles auraient dû prendre fin au 31/12/2021.
elles ont été prolongées par la loi de financement de la sécurité sociale pour une durée, alors au plus tard d'un an, jusqu'au 31/12 prochain, à moins qu'il y ait un décret qui paraisse plus tôt dans le cas d'un retour à meilleure fortune et d'une fin de la crise sanitaire. Donc, ça permet effectivement aux personnes qui sont malades de bénéficier, par exemple, des indemnités journalières alors qu'ils n'ont pas les durées de cotisation requises ou encore sans délai de carence. Ça adapte également le régime des frais de santé liés à l'épidémie. Donc, c'était des mesures qui existaient déjà, qui ont juste été prolongées. Le deuxième point de la loi de financement de la sécurité sociale sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est les congés de proches aidants. Le congé de proche aidant, je vous le rappelle, c'est celui qui permet à son bénéficiaire de s'absenter de son travail pour s'occuper d'un proche qui présente normalement un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité. Alors, ce qui change avec la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, c'est qu'on a voulu étendre le congé de proche aidant en supprimant la condition de particulière gravité. Ce qui veut donc dire que désormais, vos salariés pourront vous demander le bénéfice d'un congé de proche aidant pour des personnes qui, par exemple, sont bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, c'est-à-dire des personnes âgées qui sont placées en groupe isolé de ressources, ou encore d'autres personnes pourront également mettre en œuvre le don de congés payés au profit d'une personne qui bénéficie du congé de proche aidant, par exemple, alors que la condition de particulière gravité de la personne qui est aidée n'est pas remplie. De même, s'agissant du bénéfice de l'allocation journalière proche aidant, donc à laquelle peuvent prétendre les bénéficiaires du congé proche aidant, et de l'allocation journalière de présence parentale, eh bien, les bénéficiaires sont étendus non plus seulement aux salariés, mais également aux conjoints collaborateurs, exploitation agricole, artisanale, commerciale, libérale. Le montant de ces aides est également revalorisé au niveau du SMIC à compter du 1er janvier 2022. Ensuite, toujours au niveau des prestations sociales, on a un certain nombre de mesures qui améliorent la protection sociale des travailleurs indépendants. Alors là, évidemment, toutes ces mesures elles sont prises dans le cadre, globalement dans le cadre de la crise sanitaire. La première de ces mesures, c'est celle qui permet aux travailleurs indépendants de bénéficier d'un nombre de trimestres de retraite validés en 2020 et 2021, alors qu'en réalité, donc, ces derniers ont été impactés par la crise sanitaire. Donc, ils vont pouvoir bénéficier de trimestres validés lors de leurs 3 derniers exercices. Alors après, il y a des conditions à remplir évidemment pour cela, mais donc ce sont des trimestres où on neutralise effectivement leur revenu réel. De même, la deuxième mesure concernant les travailleurs indépendants, elle a été prise pour leur permettre de bénéficier des indemnités journalières de sécurité sociale parce que le but, c'était encore une fois de neutraliser les revenus qui servent normalement de base au calcul de leurs indemnités journalières. Et lorsque ces travailleurs indépendants n'ont pas eu de revenus conséquents pour l'année 2020, eh bien, on va avoir la possibilité de neutraliser les revenus de l'année 2020 pour calculer le montant de leurs indemnités journalières. Donc, selon si ça leur est avantageux ou non, on peut neutraliser tous les revenus de l'année 2020 pour bénéficier de ce maintien des indemnités journalières et de leur montant. On a enfin un maintien rétroactif des indemnités journalières en cas de reprise d'une activité professionnelle. Alors, cette mesure, elle a pour but de permettre aux travailleurs indépendants, lorsqu'ils reprennent une activité professionnelle et qu'en principe, en application des règles strictes, ils n'auraient pas droit, parce qu'ils n'ont pas cotisé suffisamment, donc ils n'auraient pas droit à des indemnités journalières, mais on va prendre en compte les cotisations qu'ils avaient versées précédemment, et donc on leur permet ce maintien rétroactif. C'est le même principe en matière de maternité. On a une quatrième mesure qui n'a pas été prise cette fois-ci dans le cadre de la crise sanitaire, mais qui est très importante puisqu'elle concerne le statut de conjoint collaborateur. Donc, vous le savez, en 2004, on avait demandé aux conjoints collaborateurs d'opter, aux conjoints qui travaillent au profit d'un travailleur indépendant, d'opter entre 3 statuts. Le statut de conjoint collaborateur, le statut de conjoint salarié ou le statut de conjoint associé. Eh bien, dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale, on a voulu leur ouvrir plus de droits pour leur permettre d'avoir un régime social à ces conjoints plus favorable. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a précisé que le statut de conjoint collaborateur, pour tous ceux qui ont opté pour ce statut, eh bien, on ne pourra pas l'avoir, ce statut, plus de 5 ans. Au-delà de 5 ans,
on va revenir vers ce conjoint collaborateur et on va lui demander d'opter soit pour le statut de salarié, ce qui va lui ouvrir la même protection sociale que les salariés, ou bien pour le statut d'associé. Et donc, il sera travailleur indépendant au même titre que son conjoint. Donc, si vous ne vous exprimez pas au terme de ces 5 ans, eh bien, vous allez basculer automatiquement sur le statut de conjoint salarié. Alors, cette réforme, elle est importante. Ce qu'il faut souligner, c'est son entrée en vigueur au 1er janvier 2022, sauf que pour tous ceux qui avaient déjà opté pour le statut de conjoint collaborateur depuis plus de 5 ans, ils ne vont pas basculer au 1er janvier 2022 sur le statut de conjoint salarié. La loi de financement de la sécurité sociale, elle n'est pas rétroactive. Elle prévoit une entrée en vigueur au 1er janvier 2022 qui fait courir le premier délai de 5 ans. Donc, si vous aviez déjà bénéficié du statut, vous êtes sous ce statut de conjoint collaborateur, vous allez y rester encore pendant une durée de 5 ans et au terme des 5 ans, vous devrez opter ou basculer automatiquement sur le régime de conjoint salarié. Il y a également des exceptions en fonction de votre âge, donc avoir 67 ans, et être dans le statut conjoint collaborateur en 2037, et auquel cas, si vous êtes proche de la liquidation de votre retraite, effectivement, eh bien, vous pourrez rester dans ce statut. Vous ne basculerez pas juste avant de prendre votre retraite dans un autre régime. On a également une simplification de toutes les règles relatives aux travailleurs indépendants. Alors, la première, c'est celle qui permettait aux travailleurs indépendants de moduler le montant de leurs acomptes de cotisation. Alors, cette règle, je vous le rappelle, c'est que normalement, les revenus d'activité qui servent de base au calcul de vos cotisations, eh bien, c'est ceux de l'activité en cours, au cours de l'année, c'est l'année au cours de laquelle sont versées les cotisations. Sauf qu'évidemment, on ne connaît pas votre revenu l'année à laquelle vous allez verser vos cotisations. C'est pour ça qu'on verse des cotisations provisoires quand on est travailleur indépendant, qui sont calculées sur votre revenu N-2. Et donc, à titre expérimental, on permettait aux travailleurs indépendants d'évaluer une perte de cotisation et donc de moduler le montant de leur cotisation provisionnelle. Mais finalement, cette règle qui permettait de moduler les acomptes de cotisation, elle n'a pas été très exploitée par les indépendants parce qu'il y avait un risque, c'est que si on se trompait, qu'il y avait un écart trop important avec les cotisations provisoires que vous aviez versées et les cotisations réellement dues en définitive, eh bien, vous étiez redevable d'une majoration de retard. Alors, la loi de financement de la sécurité sociale, elle modifie 2 choses. Le premier point, c'est qu'elle étend cette expérimentation à tous les travailleurs indépendants, à presque tous les travailleurs indépendants. Et le deuxième point, c'est qu'elle supprime la majoration de retard. Donc, si vous vous trompez sur les cotisations estimées, eh bien, ce n'est pas grave, vous ne serez plus redevable de cette majoration de retard. Donc, on espère que cette mesure va pouvoir être exploitée pleinement par les travailleurs indépendants et leur permettre de ne pas souffrir de difficultés de trésorerie eu égard à des variations importantes de revenus d'une année à l'autre. La deuxième mesure, c'est la possibilité d'obtenir l'attestation de vigilance alors qu'ils sont en début d'activité. Normalement, alors l'attestation de vigilance, je vous rappelle ce que c'est celle qui est exigée par votre co-contractant lorsque le montant du contrat est égal au minimum à 5 000 €. Donc, votre co-contractant, il a l'obligation en matière de sécurité sociale de vous demander votre attestation de vigilance lors de la mise en place du contrat et tous les 6 mois pour vérifier que vous êtes à jour du paiement de vos cotisations sociales. Mais vous ne pouvez pas lui transmettre cette attestation de vigilance si vous êtes en début d'activité puisque vous n'avez pas à verser de cotisation sociale. Donc, on a prévu l'établissement par l'URSSAF d'une attestation de vigilance provisoire dans l'attente de vos premières cotisations versées. Donc, c'est pour faciliter la possibilité pour des travailleurs indépendants de contracter dans les premiers mois d'activité. Enfin, on a également une mesure qui concerne l'intégration dans les plans d'appurement des dettes de cotisation et contributions qui auront été accumulées pendant la crise sanitaire. Donc, ici encore, ce n'est qu'une prolongation d'une mesure qui existait déjà. En matière de retraite maintenant, on a, dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale, une mesure qui, en fait, tire les conséquences d'une décision rendue par le Conseil constitutionnel relative à l'inconstitutionnalité des mesures du régime de retraite progressive des salariés. Pourquoi ? Parce que ce régime de retraite progressive, il était ouvert aux seuls salariés à temps partiel. Or, pour le Conseil constitutionnel, ça crée une inégalité de traitement avec les salariés qui sont en forfait jour réduit. Donc, en fait, tirant les conséquences de cette décision, eh bien, la loi de financement de la sécurité sociale, elle a étendu le régime de la retraite progressive aux salariés en forfait jour réduit. Donc, on ne parle pas de temps partiel pour les forfaits annuels en jours, en précisant que, en plus des conditions qui existaient auparavant relatives aux salariés à temps partiel, les salariés, l'assuré, pour pouvoir bénéficier d'une retraite progressive, il va devoir justifier d'une quotité de travail
qui est comprise entre deux limites qui seront fixées par un décret pris en Conseil d'État. Donc, on étend le bénéfice de la retraite progressive aux salariés sous forfait jour en forfait réduit, mais également à des salariés qui relèvent du régime à des non-salariés qui relèvent du régime des salariés au niveau de la sécurité sociale. Sont ici visés les mandataires sociaux. Alors, à l'égard des mandataires sociaux, on n'a pas fixé une condition de durée d'activité, mais en revanche, ils doivent exercer leur activité à titre exclusif et justifier d'une diminution de leurs revenus professionnels dans des conditions qui seront également fixées par décret ultérieur. Enfin, nous avons également une modification des nouveautés en cas de non-respect des conditions pour le bénéfice de la retraite progressive. Alors, à l'heure actuelle, les textes prévoyaient que le service de la fraction de pension de retraite était suspendu lorsque l'assuré reprenait une activité à temps complet. À l'avenir, avec la loi de financement de la sécurité sociale, eh bien, il ne sera plus suspendu, mais il sera supprimé lorsqu'on reprend une activité à temps complet. En revanche, le service de la fraction de la pension sera quant à lui suspendu lorsque d'autres conditions, les autres conditions qui sont requises pour le bénéfice de la retraite progressive, ne seront plus remplies. Je prends l'exemple de la fameuse quotité de travail qui sera exigée pour les salariés à temps partiel ou en forfait réduit. Donc, dans ce cas-là, il y aura suspension. Donc, suspension suspension de la retraite, de la fraction de retraite qui était versée, si une de ces conditions n'est plus remplie. Parmi les autres mesures prises dans le cadre de cette loi de financement de la sécurité sociale, vous avez, dans le cadre de la lutte contre la fraude, la possibilité qui est ouverte pour les agents des organismes de sécurité sociale, donc l'URSSAF, d'obtenir un droit de communication qui est facilité auprès des tiers. Alors concrètement, ça veut dire que ils pourront, les agents de contrôle, solliciter des banques, solliciter des entreprises dans le cadre d'un contrôle URSSAF, communication par voie dématérialisée, ce qui d'abord, normalement, permet une communication plus rapide, sécurisée, et puis ça leur évite également de retranscrire des documents papier, parfois illisibles, de faire des erreurs dans la retranscription. Et donc, ça améliore, ça fluidifie les opérations de contrôle. Et cette communication, si les agents de contrôle de l'URSSAF vous la demandent, eh bien, vous devez la respecter. Elle doit être faite à titre gratuit, dans un délai de 30 jours, suivant la réception de la demande par l'organisme. Et à défaut, vous vous exposez à des pénalités financières, donc qui seront prévues par les textes. Donc, cette réforme, elle est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2022. On passe aux mesures relatives à l'activité partielle. Alors, on les a isolées de la loi de financement de la sécurité sociale, ces mesures, parce que vous avez un certain nombre de mesures qui ne sont pas issues de la loi de financement de la sécurité sociale, mais donc qui sont prévues par la loi de vigilance sanitaire ou encore par la loi de finances pour l'année 2022. Donc, vous avez les premières mesures qui consistent tout simplement, eu égard à la persistance de la crise sanitaire, encore une fois, à reconduire le régime de l'indemnité complémentaire d'activité partielle. Cette indemnité, je vous le rappelle, c'est celle que l'employeur verse volontairement ou bien parce qu'il y est contraint par une disposition conventionnelle applicable pour compléter les revenus de remplacement perçus par le salarié qui est placé en position d'activité partielle. Ces indemnités complémentaires, dans le cadre de la crise sanitaire, elles bénéficiaient d'un régime de faveur. Elles étaient soumises à des taux de CSG, CRDS sur les revenus de remplacement, donc au taux de 6,7. Eh bien, la loi de finances, elle proroge ce dispositif, donc d'un taux de revenus de CSG, CRDS de 6,7. Et en gros, elle aligne le régime des indemnités complémentaires sur celui de l'indemnité légale. Alors, je vous rappelle qu'il y a quand même des exceptions. L'hypothèse où, par décision unilatérale, l'indemnité complémentaire, elle est supérieure à 3,15 fois la valeur du taux horaire du salaire minimum de croissance. Donc, dans ce cas-là, si on dépasse ce plafond, eh bien, on est complètement assujetti aux revenus salariaux, donc à la sécurité sociale, aux cotisations sociales, et non plus au bénéfice de ce régime de faveur. On a également la loi de vigilance sanitaire, qui autorise le gouvernement, encore une fois, à moduler par voie de décret les taux d'allocation d'activité partielle, l'indemnité d'activité partielle, donc pour tenir compte de la persistance de la crise sanitaire. Et donc, cette loi de vigilance sanitaire, elle prévoit également la prise en charge de tous les salariés qui s'entendent des salariés vulnérables,
donc dans le cadre de la crise sanitaire, c'est-à-dire que ce sont ceux qui doivent être mis en activité partielle parce que leur état vulnérable les expose à des conséquences particulièrement graves ou bien parce qu'on ne peut pas les mettre en télétravail. Donc, je vous rappelle que ce statut de salarié vulnérable, il est encadré par des décrets. Ça concerne également le passage en activité partielle des salariés qui sont obligés de garder à la maison leurs enfants, non pas parce qu'ils sont malades souffrant du Covid, mais parce qu'ils sont en mesure d'isolement. Donc, vous avez l'obligation de les placer dans le régime d'activité partielle s'ils vous font part de cette situation. Le salarié qui est contraint de rester à domicile pour garder son enfant malade souffrant du Covid doit, quant à lui, bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maladie. Donc, il ne sera pas placé en activité partielle. Donc, tout ça sont juste des mesures de prolongation jusqu'au 31 juillet prochain. Nous avons également les mesures tirées de l'ordonnance du 22 septembre 2021 qui nous permettaient de définir les modalités de calcul de l'allocation d'activité partielle d'un certain nombre de salariés. Donc, à temps partiel, intérimaire, comment on va déterminer le montant de l'indemnité d'activité partielle. Et nous avons également, par voie d'ordonnance, l'extension du régime d'APLD, donc l'activité partielle longue durée, aux saisonniers. Donc ça, ce qui est intéressant, évidemment, à l'égard de tous ceux de l'hôtellerie, secteur agricole également, désormais, ils pourront bénéficier, conclure un accord d'activité partielle. L'intérêt de conclure un tel accord d'activité partielle, c'est de bénéficier des taux majorés de prise en charge par l'État. Le décret, le décret du 29 décembre dernier, qui se contente tout simplement de tirer les conséquences de la revalorisation du SMIC au 1er janvier 2022, donc qui augmente le taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle, ainsi que le taux majoré pour les secteurs qui sont particulièrement exposés à la crise. Nous avons également les décrets d'application relatifs à l'activité partielle qui maintiennent le taux horaire d'indemnité d'allocation à 70% pour tous les établissements qui, encore une fois, relèvent donc des secteurs 1 bis qui sont particulièrement exposés à la crise et donc qui sont fermés obligatoirement, ou bien qui sont situés dans un territoire qui fait l'objet de ces restrictions sanitaires de fermeture. Donc, je ne reviens pas sur les secteurs d'activité, mais ces taux sont maintenus, encore une fois, jusqu'au 31 janvier 2022. Et la possibilité donc de recourir à l'activité partielle pour les employeurs qui ont atteint la durée maximale normalement d'autorisation d'activité partielle qui, elle aussi, est prorogée pour tenir compte de la persistance de la crise sanitaire. Alors, on a une mesure intéressante qui a été prise dans le cadre de la loi de finances pour 2022. Pourquoi ? Parce que, vous le savez, lors de le premier confinement, eh bien, les entreprises ont dû recourir en masse à l'activité partielle. Et on a été un peu pris de court parce que dans le Code du travail, on n'avait pas de mesure qui nous permettait de déterminer comment on va calculer l'indemnité d'activité partielle d'un certain nombre de salariés. On pense notamment aux salariés qui sont sous forfait annuel en jours. Se sont posé les questions de savoir si, à l'égard de ceux qui avaient des heures supplémentaires prévues par leur contrat de travail, ce qu'on appelle les heures supplémentaires structurelles, ou prévu par un accord collectif, vous êtes à 39 heures dans la société, est-ce que vous allez devoir payer une activité partielle à vos salariés à hauteur de 35 heures ou à hauteur de 39 heures? Donc, il y a un certain nombre de questions qui sont posées. Et dans le cadre des ordonnances, on a fixé des règles qui désormais ont été, dans le cadre de la loi de finances, intégrées à notre Code du travail pour les pérenniser donc, à l'avenir. Donc, toutes ces règles qui avaient été prises, eh bien, à propos des cadres dirigeants, pour dire que vous pouvez placer en temps partiel, en activité partielle, un cadre dirigeant sous réserve d'une fermeture totale de l'établissement et non pas d'une réduction. Comment va-t-on calculer l'activité partielle à l'égard de vos salariés sous forfait jour, ceux qui ont des heures structurelles? Voilà, toutes ces mesures qui avaient été prises en urgence par voie d'ordonnance, maintenant, elles sont intégrées au Code du travail. Vous avez d'autres mesures qui n'ont pas été intégrées au Code du travail, mais qui, en revanche, comme la crise sanitaire se perpétue, ont été prorogées jusqu'au 31 décembre prochain. C'est celles qui permettent aux salariés des entreprises sans établissement en France de bénéficier du régime d'activité partielle ou encore à certaines structures publiques ou parapubliques. Là, on pense aux CCI, aux établissements publics à caractère industriel, donc stations de ski, remontées mécaniques, voilà. On a également le bénéfice de l'activité partielle qui pourra être aménagée par voie d'ordonnance, parce que normalement, l'activité partielle longue durée, elle relève du régime du domaine de la loi. Donc, on autorise des interventions. Passer par une ordonnance, c'est plus rapide pour le gouvernement. Et si une ordonnance devait être prise pour modifier ce régime face à la crise de la sanitaire, eh bien, il y aurait une loi de ratification derrière qui viendrait donc ratifier les mesures qui auront été prises par ordonnance dans les 6 mois. Donc voilà, ça, ce sont des dispositions prévues par la loi de finances donc pour 2022.
On a un décret qui vient préciser les modalités d'application des mesures qui ont été pérennisées. Donc, je ne reviens pas dessus, je vous renvoie aux dispositions du décret, donc qui sera intégré évidemment au Code du travail également, au même titre. Et vous avez les précisions sur les modalités de calcul de l'allocation d'activité partielle et l'activité partielle longue durée pour tous les salariés qui ont des rémunérations inférieures au SMIC. On pense aux salariés sous contrat d'apprentissage notamment. Le protocole sanitaire, bien vous le savez, je vais passer rapidement. On a changé de protocole sanitaire au 3 janvier dernier avec, encore une fois, l'obligation pour les entreprises qui peuvent placer leurs salariés sous télétravail, eh bien, de les mettre un minimum de jours, de 3 jours de télétravail par semaine. J'attire surtout votre attention sur les sanctions. Les directs, enfin les DRIT, ont eu des consignes pour renforcer les sanctions en cas de non-respect du protocole sanitaire et des règles sanitaires mises en place, notamment à l'égard de toutes les entreprises qui ont bénéficié du régime de l'activité partielle. Donc, on le sait, les contrôles ils vont être ciblés sur ces entreprises-là. Elles doivent impérativement respecter donc, le recours à l'activité, enfin le télétravail. La prime PEPA, c'est la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat qui a été reconduite encore une fois. Elle doit être versée, alors c'était une mesure qui était issue de la loi de finances rectificative, donc juillet 2021. Vous avez jusqu'au 31 mars 2022 pour la verser. Ce qui change par rapport aux années précédentes, le montant, vous le savez, il peut être de 1 000 € pour toutes les entreprises qui ont donc 1 000 € par salarié, avec un montant qui peut être élevé à 2 000 € tout en étant exonéré de cotisations sociales pour les entreprises qui sont couvertes par un accord d'intéressement. Mais la petite nouveauté, c'est que vous pouvez également bénéficier d'une exonération de cotisations sociales si vous versez 2 000 € de prime PEPA à l'égard des entreprises qui ont conclu un accord de valorisation des métiers des travailleurs de la deuxième ligne. Alors, on entend par travailleurs de la deuxième ligne les travailleurs qui ont contribué, qui ont travaillé sur site durant la crise sanitaire pour continuer à apporter leurs services indispensables à la vie quotidienne. Alors, je vous ai dit, ça couvre les entreprises qui ont un accord de valorisation de ces métiers, mais également celles qui ont engagé des négociations en vue de la conclusion d'un tel accord. Donc, ça veut dire que si votre branche a engagé de telles négociations, elle a dû vous en informer en tant qu'entreprise adhérente à cette branche. Et vous pouvez également verser une prime PEPA exonérée à hauteur de 2 000 € parce que la branche a engagé de telles négociations. Vous avez également la possibilité de moduler le montant de la prime PEPA en fonction des 4 critères: rémunération, niveau de classification, durée de présence effective et durée du travail. Par contre, contrairement au précédent régime de la prime PEPA, vous ne pouvez plus moduler le montant de la prime accordée entre vos salariés en fonction des conditions de travail liées à l'épidémie de Covid. C'est logique puisque désormais, vous avez déjà un régime dérogatoire qui prévoit de majorer le montant de cette prime au profit des travailleurs de la seconde ligne. J'attire votre attention sur l'indemnité inflation. Cette indemnité inflation, elle avait été annoncée par Jean Castex en octobre 2021 pour justement lutter contre la baisse du pouvoir d'achat des salariés. Elle est ouverte à l'égard, alors pas que des salariés, elle concerne donc un certain nombre, notamment les retraités, les étudiants, mais nous, on va cibler sur les salariés. Elle devait être versée en décembre. Maintenant, sauf impossibilité matérielle, vous avez techniquement jusqu'au 28 février 2022 pour la verser à l'égard de tous les salariés qui ont une rémunération brute entre le 1er janvier et le 31 octobre 2021 inférieure à 26 000 € brut. Sachant que si vous avez par exemple des salariés qui ont été sous CDD et qui ont travaillé que 3 jours au mois d'octobre 2021, c'est à vous, si vous étiez leur seul employeur sur octobre 2021, c'est à vous en tant qu'employeur de ce CDD de 3 jours en octobre 2021 de verser la prime, l'indemnité, pardon, c'est une indemnité inflation qui vous sera remboursée par le biais de la DSN le mois suivant le versement. Donc, je ne rentre pas dans les modalités. Vous pourrez revenir vers nous, bien évidemment, si vous avez des difficultés sur cette indemnité inflation, notamment si vous êtes face à un salarié qui est multi-employeur. Voilà. Enfin, je ne pouvais pas tout traiter. Alors, je vous ai mis en pêle-mêle un certain nombre de points pour vous alerter surtout sur ces réformes qui sont rentrées en vigueur ou qui sont en voie de rentrer en vigueur. La première, je vous parlerai de la réforme de l'assurance chômage. Je vous rappelle que la réforme est maintenant pleinement rentrée en vigueur depuis décembre dernier. Donc, qu'est-ce qui change? Ça va être les délais de carence, le calcul du différé d'indemnisation, le montant du salaire journalier qui sert de référence. Ce qui est important également, c'est la durée de cotisation pour bénéficier de l'assurance chômage. On repasse à une durée de cotisation minimale de 6 mois et pas 4 mois, comme dans le cas de la crise sanitaire. La dégressivité des allocations d'assurance chômage pour les plus hauts revenus. Donc, voilà pêle-mêle les points principaux de cette réforme de l'assurance chômage.
Vous avez eu cet été la loi climat qui est rentrée en vigueur, qui modifie fondamentalement et qui met à la charge de vos instances représentatives un certain nombre d'obligations et pour vous, en tant qu'employeur d'une entreprise de plus de 50 salariés, des obligations en termes de communication et de transparence vis-à-vis des conséquences environnementales de vos actions sur l'activité de la société. Donc, ça veut dire que votre base de données économique et sociale, qui est obligatoire dans l'entreprise, pour les entreprises de plus de 50, eh bien, elle est rebaptisée base de données économique et sociale et environnementale. Vous allez devoir intégrer un certain nombre de données qui seront décrites dans un décret qui n'est pas encore paru. Vous allez devoir, lors de chaque consultation de votre CSE, eh bien, avoir une rubrique sur les conséquences environnementales des actions pour lesquelles vous consultez votre CSE. Vous allez devoir, dans le cadre de chacune des consultations récurrentes du CSE, celle sur la politique économique, consultation sur les orientations stratégiques, celle sur la politique sociale de l'entreprise, avoir une rubrique, encore une fois, sur les conséquences environnementales pour que les élus puissent tirer pleinement profit de ces données qui vont leur être transmises en matière environnementale. Eh bien, eux, ils vont bénéficier réciproquement d'un droit à une formation en la matière. Donc, vous le savez, à l'égard des nouveaux élus, vous avez l'obligation de subventionner la formation économique, sociale. Eh bien, maintenant, elle sera également environnementale. Ça concerne les élus, mais également les représentants syndicaux, cette formation. On voit également les droits de l'expert dans l'entreprise étendus en ce domaine. On a le régime social des condamnations prud'homales qui a été modifié à deux titres. D'abord, une conséquence du BOSS. Le BOSS, c'est l'équivalent du BOFIP en matière de sécurité sociale. Il est rentré en vigueur en 2021 et toutes les positions qui sont prises par l'administration sociale dans le BOSS, donc c'est un site internet, le BOSS, qui retraduit toute la politique, toutes les dispositions qui sont opposables à l'URSSAF. Donc, si vous vous demandez si vous devez soumettre à charge ou pas des frais professionnels, de restauration, ainsi de suite, vous cherchez dans le BOSS. Donc, ce BOSS, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est que toutes les indemnités issues de condamnations prud'homales relatives à la rupture du contrat de travail, donc vous êtes condamné à verser une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de licenciement, donc à votre salarié par le biais d'une décision prud'homale, eh bien le BOSS nous apprend que ces indemnités, elles sont exonérées de CSG-CRDS à hauteur de 2 passes et non pas à hauteur du barème Macron prévu par le Code du travail. Donc c'est important dans le cadre des futures décisions prud'homales qui ne vous seraient pas favorables de tenir compte de cette actualité du BOSS sur le régime social des condamnations prud'homales. Et on a une deuxième actu qui résulte d'un arrêt rendu par la Cour de cassation qui, elle aussi, est importante parce qu'elle nous dit également, donc à propos de ce régime, que le barème Macron prévu par le Code du travail, donc c'est en fonction de l'ancienneté, le montant auquel l'entreprise s'expose en cas de condamnation prud'homale, entre 3 mois et 8 mois, par exemple, pour un salarié qui a 8 ans d'ancienneté, eh bien, ce barème Macron, qui fixait juste des montants en termes d'ancienneté, 8 mois de salaire ou 3 mois de salaire, c'est un barème en brut. Donc, c'est une décision qui est fondamentale dans toutes vos négociations transactionnelles et dans toutes les condamnations prud'homales, de savoir que quand on est condamné à verser 3 mois de salaire au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, eh bien, on va pouvoir prélever sur le montant de la condamnation les contributions qui s'imputent qui sont redevables et qui sont des cotisations salariales. Donc ça, c'est un point très important dans nos négociations. Enfin, on a le titre mobilité qui est désormais utilisable, mobilisable dans l'entreprise. Le titre mobilité, c'est celui qui vous permet de prévoir dans l'entreprise, par exemple, une prise en charge. Vous allez leur donner, au même titre que vous leur donnez des titres restaurants, eh bien, une carte désormais à utiliser avec, donc vous, c'est exonéré de cotisations sociales, donc un certain montant à utiliser, par exemple, auprès d'entreprises de vélos ou de véhicules électriques. Donc, c'est le même principe que les titres restaurants. C'est une subvention qui peut aller jusqu'à 600 € par an par salarié, exonéré de cotisations sociales, pour contribuer à la transition écologique des entreprises. Donc, vous pouvez négocier sur ce titre mobilité, d'autant que dans le cadre de la gestion des emplois et des parcours professionnels, l'équivalent de la GPEC en entreprise, vous avez désormais un thème de négociation obligatoire sur la transition écologique. Voilà. La loi Rixain, elle s'applique surtout aux entreprises de plus de 1000 salariés. Alors, je ne sais pas si vous y êtes, voilà. Si vous êtes concerné, on pourrait en discuter.
Mais pour le reste, à retenir l'index sur l'égalité professionnelle dans le cadre de la loi Rixin également, qui nous dit que vous serez plus contraint de publier seulement la note sur l'index sur l'égalité professionnelle le 1er mars de chaque année sur le site public, mais contraint également de publier désormais le résultat de chacun des indicateurs qui vous permet de calculer la note de votre index. Donc, vous devez faire preuve de plus de transparence en matière d'égalité professionnelle, en matière d'environnement, de transition écologique. Ce sont les réformes principales que je voulais partager avec vous. Donc, je me tiens à votre disposition. Et désolée parce qu'on a un peu dépassé. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, pour ceux qui n'auraient éventuellement pas de micro, vous pouvez mettre vos questions dans le chat. Et pour ceux qui ont le micro, vous pouvez prendre la parole. Alors, c'est parfait, tout est clair, merci. Et pourtant, c'est concis. On fait au mieux parce que c'est vrai qu'il y a tellement de mesures. Pas de questions? Bon. Alors, je vous ai mis le lien dans le chat. Je vous ai mis le lien dans le chat où vous pourrez retrouver à partir de demain le replay ainsi que la présentation de ce matin. Ça vous donnera peut-être un petit peu plus encore d'informations si jamais vous avez manqué une petite partie. Merci Jean-Jacques. Bonne journée à tous ceux qui doivent nous quitter. Bonne journée à tous et à toutes. Et encore une fois, on se tient à votre disposition après coup si vous avez des questions suite au replay ou voilà. N'hésitez pas à les poser via Solène notamment. Exactement. Merci beaucoup. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir.